Les problèmes aussi que la diaspora rencontre souvent, ils vont passer par leur famille pour construire des choses, au lieu de passer par des professionnels. C'est mon cousin, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma tante. Certains même leur papa. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Parce que son père se dit, c'est moi qui t'envoie étudier. Je suis légitime pour manger ton argent. Tu vas me faire quoi? Tu vas pas me mettre en prison. Et même si tu as un professionnel dans ta famille auquel tu voulais faire bénéficier, il passe sous le couvert de quelqu'un qui va faire son suivi. Donc tu as un cousin, tu as un oncle qui est un bon charpentier. Il te dit que non, je peux construire toute ta maison. Le gars est charpentier. Comment le charpentier va venir construire toute ta maison? J'ai mon frère qui est menuisier. Je voudrais que toute la partie menuiserie, tu le lui confies. Je lui dis, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que son cousin que je vais lui donner aussi bêtement. Je vais lui dire, voici ma grille de prix, voici mes résultats attendus et voici ce que je veux. Tu réalises dans ce cadre-ci et avec cette qualité-ci, on fonctionne ensemble. Dès que tu me dis, je vais faire une maison pour une maison meublée, il est inadmissible pour moi que tu fasses une maison pour une maison meublée. Généralement, quand on ouvre la première porte là, on entre au salon. Comment on n'entre pas dans un salon? On entre directement au salon avant d'aller dans les chambres. Si par exemple, c'est une maison de 3 chambres salon, tu ne pourras louer qu'à des familles qui viennent pour utiliser les 3 chambres d'un coup. Mais quand les gens viennent prendre du meublé en Afrique, ils veulent être dans leur espace à eux. Tu imagines, tu arrives avec ta petite, tu passes au salon, tu vas dans la chambre, dès que tu ressors, tout le monde applaudit. Vous allez nous raconter si vous avez un peu quelques expériences liées aux personnes de la diaspora que vous connaissez sur des problématiques qu'ils rencontrent dans la réalisation de leurs projets, les risques qu'ils prennent en général. C'est vrai qu'on n'est pas sensibilisé. Il y a aussi le fait que quand on est de la diaspora, on est habitué à un certain confort. Quand on rentre dans les détails, ils ne veulent pas payer le prix pour ça. Les problèmes aussi que la diaspora rencontre souvent, ils vont passer par leur famille pour construire des choses au lieu de passer par des professionnels. Les arnaques eux-mêmes ils subissent, s'ils l'auraient fait avec un cabinet, qu'est-ce qu'ils auraient gagné? Et également, à la fin, on va vous montrer par des plateformes comme Cluster Africa, comment est-ce que nous avons pour mission justement de pouvoir répertorier ces différents profils qui sont compétents dans ces différents domaines-là, pouvoir les mettre à disposition des personnes de la diaspora pour limiter au maximum. Vu qu'on n'est pas sensibilisé surtout, on fait confiance qu'à la famille ou qu'à des personnes qu'on nous a suggérées par de bouche à oreille. Une plateforme comme Cluster Africa qui les permettait déjà dès le début d'avoir accès à des professionnels comme vous ou d'avoir un podcast comme celui-ci qui les permet de sensibiliser tout ça. Ça aurait déjà permis de mettre des red flags, d'anticiper certaines choses. Pourquoi la diaspora échoue souvent aujourd'hui à la construction des maisons ou des appartements en Afrique? La première chose, c'est qu'ils font confiance à leur famille. C'est le premier piège. La plupart ont subi ça. Parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma tante. Certains même leur papa. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Parce que son père se dit, c'est moi qui t'envoie étudier. Je suis légitime pour manger ton argent. Tu vas me faire quoi? Tu vas pas me mettre en prison. Je pense que si quelqu'un veut réaliser quelque chose de sérieux, c'est mieux qu'il prenne un cabinet ou alors qu'il achète une maison faite. Bien sûr, il va se rassurer que c'est bien fait. Il va demander les plans, se rassurer que c'est un bon cabinet d'architecture qui a réalisé l'œuvre, ainsi de suite. Mais il achète sa maison toute faite. C'est fini. Ça évite beaucoup de problèmes. Peut-être la personne qui lui vend la maison a un bénéfice de 3-4 millions par rapport au coût. Si lui devait réaliser, il aurait dépensé plus de 30% de plus. Dans les arnaques, dans les vols, les suivis, les voyages, il aurait perdu plus. La diaspora doit arrêter. Ils doivent confier des choses aux professionnels. Et même si tu as un professionnel dans ta famille auquel tu voulais faire bénéficier, il passe sous le couvert de quelqu'un qui va faire son suivi. Donc tu as un cousin, tu as un oncle qui est un bon charpentier. Il te dit que non, je peux construire toute ta maison. Le gars est charpentier. Comment le charpentier va venir construire toute ta maison? Une maison à l'électricité, à la plomberie, à la maçonnerie, à l'ingénieur, il peut même pas lire un plan. Donc, si tu as des membres de ta famille qui sont du métier et qui peuvent aider, fais-les travailler en collaboration ou bien sous le suivi du professionnel à qui tu as confié le travail. Moi, ça me dérange pas. Je suis un entrepreneur. Quelqu'un me confie, par exemple, la construction de sa maison. Et il me dit, je sais que tu as ton équipe d'ingénieurs, tu as ton équipe d'architectes, tu as tes maçons, tes plombiers, tes menuisiers, mais j'ai mon cousin, j'ai mon frère qui est menuisier. Je voudrais que toute la partie menuiserie, tu le lui confies. Je lui dis, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que son cousin que je vais lui donner aussi bêtement, je vais lui dire, voici ma grille de prix, voici mes résultats attendus et voici ce que je veux. Tu réalises dans ce cadre-ci et avec cette qualité-ci, on fonctionne ensemble. Parce que le problème avec les frères, c'est une question de délai. Parce que son frère, s'il a un autre marché, il va prioriser les autres marchés parce qu'il va se dire que le marché de son frère ne peut pas fuir. Or, moi, je vais lui montrer que le marché de son frère peut fuir. Je lui dis que j'ai mon menuisier qui est en attente. Si tu ne me livres pas dans 3 jours, je te retire le marché, j'informe ton frère. Donc là, il travaille de manière professionnelle. Très, très clair. Ça, je pense qu'il y a une qualité qui doit être vraiment appliquée au niveau de la diaspora, au niveau de l'Afrique en général. Tu vas changer énormément de choses, énormément d'arnaques aussi.
Et c'est là où justement notre mission elle intervient, parce que le plus souvent quand on est à la diaspora, tu as ces professionnels-là qui existent, dont vous dites de faire allusion, mais ils sont méconnus quand on est là, ils sont invisibles. Du coup, ce qui fait que les seuls points de contact que les personnes ils ont, c'est la famille. Du coup, c'est pour ça qu'ils passent par ces personnes-là. Du coup, l'objectif justement par exemple de cette plateforme, c'est de pouvoir référencer le maximum de professionnels qui sont qualifiés, certifiés par rapport à ces domaines d'expertise-là, pour qu'ils soient facilement accessibles en fait. Désormais, quand j'arrive dans un projet, je ne vais pas m'inquiéter sur qui je vais avoir comme professionnel, c'est comment est-ce que j'ai trouvé l'argent. Tu as déjà gagné beaucoup. En général, la diaspora aussi ils disent que l'architecte il coûte cher ou le professionnel il coûte cher. Et donc ils tombent dans ce piège-là. Il y a certains qui vont te dire qu'ils ont déjà soit des plans étudiés et qu'ils veulent utiliser les mêmes plans ailleurs. Parce que pour donner une autre étude à un autre architecte pour faire les mêmes plans, j'ai déjà les plans et fais-moi le truc quoi. On ne peut pas copier un plan et on vient l'appliquer. Les terrains sont différents, les environnements sont différents, surtout les gens de la diaspora. On est en Allemagne, le climat est différent du climat du Cameroun. On a un climat chaud à Douala. On a des pluies tous les jours. Donc, c'est-à-dire que même les types de murs ou bien des toitures sont faits en fonction du climat qu'ils ont là-bas, par rapport à ce qu'on a chez nous. Donc, tu ne peux pas copier quelque chose et venir coller. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on adapte par rapport à l'environnement qui est là. On n'a pas les mêmes types de terres. Même si tu veux un plan un peu pareil, tu confies à un architecte et tu discutes avec lui. Maintenant, si tu trouves, parce que la question c'est souvent que non, moi j'ai mes plans, je vais encore payer un gars. On a vu que même lors de la réalisation du chantier, il peut avoir des modifications à faire. L'architecte n'est pas payé simplement pour faire les plans. S'il comprend déjà ça, ça va l'aider. Il est déjà dans l'idée, dès le départ, dans ce qu'on appelle les études préliminaires, avant même d'entrer dans l'avant-projet sommet. Donc, je peux comprendre que tu as besoin de réaliser une maison de 20 millions. Tu te dis vraiment, toute la partie étude, je vais te donner 1 million ou 2 millions. On discute et je te montre réellement combien ça coûte. L'ingénieur qui est dans mon équipe, lui, ça lui prend une semaine de travail pour faire le devis détaillé là, qui va te permettre de sauver 25% de ton argent. Et il te demande peut-être 500 000. Tu vas pas lui refuser ça. Parce qu'il te fait gagner au moins 5 millions. Il te demande 500 000 pour te faire gagner 5 millions où on va te voler ou bien on va te donner la mauvaise qualité du matériel ou bien les mauvais quantitatifs. Et c'est un travail technique qu'il fait. C'est pas comme s'il se lève le matin. Non, il prend les études du sol qui ont été faites. C'est un travail détaillé et méticuleux qu'il fait. Dit OK, pour la partie préliminaire, verse 100 000. On commence à travailler déjà le projet. Dès qu'on finit ça, avant ce même projet, tu me verses encore 200 000. Dès que je finis le projet d'exécution, parce que là, il faudra l'ingénieur va intervenir pour faire les calculs de structure, il faudra l'étude de sol, il faudra ça, donne-moi 600 000 pour cette partie. Les gens payent par phase. Si on dit qu'on réalise la fondation, je sais qu'au niveau de la fondation, voici toutes les phases que j'ai. Dans la fondation, dans la partie fondation, voici tout ce dont j'ai besoin. S'il y a telle chose qui doit être faite, s'il y a les réservations qui doivent être faites par telle personne, il y a les réunions de chantier. Dans les réunions de chantier, il y a donc tous les corps qui doivent intervenir dans cette phase-là. Et dans ces réunions-là, on définit donc, toi, tu dois intervenir comme ça. L'entrepreneur que je suis, si la personne est à distance, je fais ça sur un calendrier pour que ça permette au gars qui a la diaspora de voir comment ça évolue. Et on a un boîte sur lequel on lui balance les photos de l'évolution. Pas les photos du chantier d'à côté. Donc, comme je dis, pour revenir, on le fait payer par phase. Ça, c'est vraiment la solution pour éviter de faire peur aux gens de la diaspora par rapport aux cours qu'on donne aux études. Dites-les désormais qu'ils peuvent payer par phase. Même dans la partie suivie, on peut payer par phase. Vous le faites très bien quand même de souligner ça, parce que c'est vrai que ça, cette partie-là fait peur beaucoup de personnes de la diaspora. Parce que si il a un projet de 100 millions, on lui dit que l'architecte va lui coûter 10 millions, il va dire mais attends, l'architecte là, je vais lui donner 10 millions, alors que dans tout ça là, il n'y a même pas une brique. Alors même en réalité, souvent tu commences le projet, après un incident arrive, on ne souhaite pas que ça arrive, un deuil arrive dans la famille, tout l'argent que tu avais prévu part dans le deuil, le projet abandonné. Et tu as versé 10 millions ou bien 7 millions, même 5 millions au gars. Il ne va pas te rembourser. Il va pas te rembourser. Donc, si tu avais dit j'ai un projet de 100 millions, la partie avant-projet sommet coûte 500 000, je t'envoie 500 000 au avant-projet définitif. Tu me dis. Est-ce que le client peut dire, OK, moi la phase 2D là, je ne veux pas. Parce qu'en fait, il se dit qu'il y a certains détails là, il n'a pas forcément besoin. Par exemple, sur l'avant-projet, discussion, tout ça, lui sait déjà ce qu'il veut. Enlevons ça, comme ça, je ne te paye pas ça. Moi, j'attaque directement. Ça veut dire qu'il y aura des erreurs qu'il ne va pas voir. Par exemple, même s'il dit qu'on ne peut pas supprimer la phase avant-projet sommet parce que les tailles et les surfaces des pièces, c'est là qu'on les valide. Avant même d'aller dans le design, avant qu'on entre dans le design, comment ça sera designé, comment ça sera beau. La norme dit qu'une chambre doit peut-être être 9 mètres carrés. Mais qui aimerait vivre dans une chambre de 9 mètres carrés en Afrique? Non. En Europe, oui. Chez eux, en Europe, oui. Mais en Afrique, non. Nous, on ne vit pas dans une chambre de 9 mètres carrés. On a l'espace chez nous. Ça, c'est en Angleterre, ça, c'est en Allemagne ou bien en France, à Paris. On a l'espace en Afrique. Dans nos chambres, c'est minimum 12, 14, 16. C'est là où on valide la taille des pièces et ainsi de suite. Donc, il est important de voir même la circulation. Comment est-ce que quand j'entre ici, là, est-ce que j'entre dans un spatio avant d'aller au salon? Est-ce que, et j'entre, je profite même de ça pour donner les détails. Quelque chose que je dis que le fait que moi, en tant que businessman,
je suis dans ce domaine, quand par exemple quelqu'un me dit je veux construire une maison pour faire Airbnb, maison meublée. Ça, c'est quelque chose de très important. Ouais. Ça change totalement ma manière de concevoir la maison pour lui. Par exemple, pour les maisons meublées, pour qu'on comprenne où ça change. Dès que tu me dis, je vais faire une maison pour une maison meublée, il est inadmissible pour moi que tu fasses une maison pour une maison meublée. Généralement, quand on ouvre la première porte, là, on entre au salon. Pour moi, on n'entre pas dans un salon. Dès que c'est une maison meublée, on ne doit pas entrer au salon avant d'aller dans les chambres. C'est très mauvais. Parce que si tu fais un plan dans lequel on entre directement au salon avant d'aller dans les chambres, si par exemple c'est une maison de 3 chambres salon, tu ne pourras louer. Tu as des familles qui viennent pour utiliser les 3 chambres d'un coup. Combien de clients tu as qui viennent en famille en dehors de décembre et en dehors de juillet, août? Pas beaucoup. Il n'y en aura pas. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais d'abord te dire, chaque chambre doit avoir sa douche. Dans les histoires que tu me fais, une chambre, la chambre principale a une douche et toutes les autres chambres partagent la même douche. On n'est pas en Europe. En Europe, ça fonctionne. Mais quand les gens viennent prendre du meublé en Afrique, ils veulent être dans leur espace à eux. Donc, ils veulent que sa chambre ait sa douche. Donc, je vais te dire, première condition, si tu veux que cette maison soit un truc, on va faire du business avec, chaque chambre doit avoir sa douche. Lorsqu'on entre dans la maison, on doit avoir un spatio qui peut nous mener directement aux chambres, une autre route pour aller au salon. Parce que si tu mets que les gens passent par le salon, imagine quelqu'un a loué une chambre avec sa douche. Et il doit passer devant les autres pour aller dans sa chambre, il ne sera pas confortable. Tu imagines, tu arrives avec ta petite, tu passes au salon, tu vas dans la chambre, dès que tu ressors, tout le monde applaudit. Même, il est rentré du sport, il est sale, il ne veut pas passer par le salon où les gens vont le voir avec sa sueur, il va directement. Il y a des invités, par exemple, puisqu'on ne se connaît pas, on a loué des chambres différentes. Toi, tu as eu des invités, tu es en train de faire quelque chose. Je n'ai pas besoin de passer devant tes invités. Je pars dans ma chambre, je fais ce que j'ai à faire. Toi, tu es avec tes invités, tu as ta vie privée là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais ajouter dès que c'est une maison meublée. Parce que c'est un business que je fais, donc je connais exactement ce qu'il faut dans la maison. Ou que tu ne mets pas à la disposition de la fenêtre au même endroit. Par exemple, tu le mets chez le voisin, il monte les murs. Tu es foutu. Il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas ça. Les murs mitoyens, les voisins. Peut-être qu'au moment où tu construis, il n'y a pas encore de voisins. Donc, tu balances toutes tes fenêtres et tu construis directement sur la borne. C'est-à-dire que sur le mur, 100 mètres d'espace. Tu es dans la diaspora, tu es là-bas, tu confies ton projet à quelqu'un au Cameroun, tu n'as pas fait de suivi, tu n'as pas confié ça à un cabinet professionnel, tu donnes à ton cousin, il vient au début, il ne sait pas. Lui, il a construit beaucoup de maisons, il réplique ton plan là, il met ça sur le terrain que tu en voulant bien faire en plus. Voilà, il fait bien. Il construit sur tes bornes, il ne prévoit pas ça. Le voisin vient demain, il met un mur tout fermé. Toutes tes fenêtres, toute la maison devient totalement noire. Non seulement c'est noir, mais il n'y a plus de lumière. Il n'y a pas d'air qui passe, il n'y a pas de lumière, il n'est pas aéré. Tes fenêtres ne servent plus à rien. C'est plus à rien. Et imagine, c'est le salon. Même si ce sont les chambres, ça veut dire que tu vas allumer 24 sur 24. Ouais. Tu vas dans la chambre à 8 heures, tu dois allumer la lumière. Tu vas à 15 heures, tu dois allumer la lumière. Parce que tes fenêtres. Et si c'est une douche alors, les odeurs, toutes les odeurs sont dans la maison. C'est extrêmement grave. Donc ça, c'est des choses que l'architecte, lui, en amont, il arrive à anticiper. Oui, automatiquement. Okay. Prévoir qu'il peut avoir même quelqu'un qui viendra faire un R+5 et dire, OK, même si quelqu'un vient construire devant, derrière, je dois pouvoir bypasser ça. Donc, quand il va te dire non, avant de construire, on va laisser 1 mètre ou bien 1,5 mètres. Ici, il faut comprendre pourquoi. L'endroit où il y a les fenêtres, vous allez voir qu'il y a un creux qu'il crée, parce que c'est dit que si jamais, donc il y a certains, on voit ça sur la structure d'une maison. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un creux quelque part, après il y a une lignée de fenêtres dessus. Les gens ne comprennent pas pourquoi. En fait, ils se protègent, non seulement pour la circulation du vent, ils se protègent de peut-être quelqu'un qui va venir construire à côté. Il a prévu tout ça. Quels sont aujourd'hui les risques de ne pas prendre des professionnels, de vouloir avoir de la grande qualité alors que tu ne mises pas sur des professionnels? La diaspora, c'est une clientèle, puisque je travaille avec eux. Une bonne partie de mes clients, ce sont des gens très exigeants, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent une maison qui est comme ce que lui dort, là où il dort là-bas en Allemagne. Il arrive, il y a l'eau chaude, il y a la climatisation, il y a des bons carreaux, le crépissage dernier niveau, parce que les faux crépissages qu'on fait chez nous, tu vois tous les grains au mur là. Il ne veut pas voir ça. Il veut un mur lisse. Mais quand tu lui dis, est-ce que tu sais que ce crépissage-ci que tu as, qui est un mur lisse, il faut faire tel nombre de couches. C'est pas un crépissage normal d'une couche comme on fait habituellement avec les grains dessus. Et ça coûte tel prix, il n'est pas prêt à payer. Il n'est pas prêt à payer parce qu'il dit que ça ne vaut pas le coup. Peut-être qu'il y a moyen de faire différemment, qui coûterait moins cher. La majorité a une conception qu'on a en Afrique, donc c'est moins cher. Ça dit que je ne vois pas pourquoi ça doit coûter cher. Or, il oublie que ce qui est bien, ça coûte pratiquement le même prix. Prenez un iPhone, ça coûte pratiquement le même prix dans presque tous les pays. Même s'il y a une petite différence certaines fois, ça peut être la douane ou bien le transport, mais la valeur même, ça coûte pratiquement la même chose. C'est pourquoi la main-d'œuvre. La main-d'œuvre varie entre 20 et 40% du coût du chantier. On peut définir la main-d'œuvre, mais je pense qu'ils se disent qu'en Afrique,
tout est moins cher, c'est une mauvaise conception qu'ils ont. La qualité a un prix. Et ça coûte même plus cher qu'en Europe. Parce qu'en fait, il faut transporter le matériel, il faut payer la douane, et il faut trouver un artisan qui a cette expertise. Et l'artisan qui a cette expertise coûte cher. Est-ce qu'il n'y a pas des matériaux adaptés qui sont chez nous disponibles? Par exemple, il va vouloir faire une porte comme en Occident, sauf que cette porte, le bois utilisé ici n'est pas le même que celui qu'il y a en Afrique. Mais alors qu'en Afrique, on peut avoir des bois similaires que l'artisan là-bas peut utiliser pour avoir le même rendu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un système assez qu'il se dit qu'en Afrique, il peut avoir des matériaux adaptés qui sont disponibles localement? La finition là, de la peinture là, au lieu d'utiliser tel type de peinture, en utilisant tel type d'huile de couche, ça aurait pu avoir le même résultat. Ils ont l'expérience en Europe de faire certains matériaux. Ils le font en industrie en série. Ce matériel-là, même s'il est de meilleure qualité, mais il coûtera moins cher même que ce qui est mal fait au Cameroun parce que c'est fait par l'artisan local. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, pour les portes, il y a les portes qu'on appelle les portes turques aujourd'hui qui sont très bien faites, qui sont faits en série, qui sont importés, qui coûtent moins cher même que les portes en bois massif qui sont faits au Cameroun, qui sont faits en local. Donc, certaines fois, c'est ça la réalité du truc. Moi, je dis à certains clients, surtout de la diaspora, par exemple au niveau des carreaux, je lui dis que si tu veux les carreaux d'Italie, pardon papa, achète, mets dans un conteneur, envoie, je mets. Je n'ai aucun problème. C'est mieux. Là, on va moins discuter. Donc, il y a une qualité de carreaux que tu veux là. Même tes sanitaires, je te dis, prends un conteneur de 20 ou bien de 40 pieds. Si tu veux, pendant un de mes voyages, là-bas, on part dans un magasin et souvent ça peut être avantageux, surtout quand il a un bon bâtiment, un bon immeuble qu'il veut faire. Ça peut être avantageux. Ou bien on va en Chine, on choisit le matériel ensemble, on achète, on met dans un conteneur de 40 pieds, on envoie, on dédouane, on utilise. Ce qu'on trouve sur place à bonne qualité, on achète sur place. Ce qu'on ne trouve pas sur place qui a de bonne qualité et qu'on doit faire importer, on achète ça ensemble, on met dans le conteneur, on balance. On envoie. Mais ça, c'est vraiment pour des constructions de R+2, R+3, R+4. C'est juste une petite maison. Avoir un conteneur, quelqu'un il va te dire qu'il n'y a même pas 50 millions pour construire la maison. Voilà, les finitions vont lui coûter 20 millions. Tu ne vas pas lui demander d'aller acheter un conteneur là-bas qui va lui coûter avec le transport, le dédouanement, ça, il ne va pas s'en sortir. Mais si on parle là de R+2, R+3, R+4, quelque chose qui commence à atteindre les 60, 100 millions, 200 millions, 300 millions, 1 milliard, oui, ça make sense. On achète le matériel en gros, ça revient moins cher même. On importe, on met dans les conteneurs, on balance et voilà, ils peuvent avoir les finitions, puisque on parle là de finitions, les finitions qu'ils veulent. Maintenant, les artisans qui font les finitions sur place, en termes de faux plafonds, en termes de crépissage, ils veulent les finitions comme ce qu'ils ont en Europe, ça existe, mais ils coûtent cher, mais on en a. Ok, mais du coup, est-ce que le problème vient uniquement des choix? Est-ce qu'il n'y a pas d'expertise matériel? Ça devient il y a l'artisan et le matériel, le matériel, les deux vont ensemble. Je peux avoir un bon matériel, je peux même avoir la bonne peinture. Tu as un mauvais peintre, tu es foutu. Exactement. Parce que le peintre change tout le design de la maison. Le type de finition. Un peintre, c'est pas un peintre. Moi, je dis toujours ça. Si c'est un peintre, c'est comme même mon petit ici. J'ai beaucoup de petits ici qui font la peinture. Si c'est mélanger les couleurs et mettre sur le mur. Exactement. Le peintre te fait des finitions à un détail que tu ne peux pas imaginer. Tu arrives et tu te demandes s'il a fait ça avec la machine. Parce qu'au moment de faire, là où il y avait les petites fissures, il les a couverts. Là où il ne fallait pas que la peinture touche les petits carreaux, il a mis des scotch dessus pour que quand il passe sa peinture, quand il retire, un autre peintre vient, quand il finit là, les taches sont partout collées. C'est-à-dire quand tu vois seulement, tu as envie de pleurer. Et c'est ça que les gens n'aiment pas. Dès qu'ils rentrent dans une maison en Afrique, la manière dont les finitions, parce que tout ce qu'on est en train de parler là, c'est les finitions. Quand tu as une maison en Afrique finie, une maison en Europe finie, c'est le jour et la nuit. Il y a un gap, C'est pas pareil. Et on est d'accord, il y a beaucoup de nos bâtiments qui sont gâchés quand même. Oui. Et par ça. Et parce que quand tu regardes la composition réelle du bâtiment, c'est bien fait. C'est bien fait. Des couleurs qui ne collaborent pas, des ratés. Voilà, des couleurs au hasard, des gros meubles. En général, en Afrique, c'est la finition qu'on n'est pas top. En général. Après, on se dit, oh, j'avais oublié de mettre le climatiseur. Il te met un câble à une goulotte ou bien, souvent il ne met même pas la goulotte. Il tire un câble au mur, il met les attaches dessus. Tu vois les attaches qui passent. Oh, j'ai oublié de mettre le câble, le canal plus. Il perce le trou ici, il fait le câble venir là-bas comme ça. Après, quand tu arrives dans le salon, tu vois les câbles qui passent partout. Tu arrives en Europe, tout est encastré. Tout, même la télévision. Tu vois une télévision plaquée au mur. Avec tous les câbles, mais tu ne vois aucun câble. C'est comme si, lors de la conception, le gars avait prévu tout. C'est ça. C'est-à-dire qu'il avait tout prévu, même la prise
là où on doit brancher la télé, c'est pas en bas de la télé, hein, c'est directement, c'est encasté derrière la télé, personne ne voit. C'est comme les climatiseurs. Maintenant, les climatiseurs Oui. n'existent plus physiquement. Oui. Ils sont sous le plafond. Tu sais Voilà, même pas. tout Il fait chauffage, plafond, enfin voilà. chauffage, clim en même Tout temps. est pensé en amont. Et c'est pourquoi, en travaillant également, ça justifie davantage pourquoi il faut travailler avec un architecte. Parce qu'en principe, il est censé concevoir tout ça. Moi, je connais beaucoup de maisons que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, qu'on a réalisées, et où j'ai prévu des DPN pour la climatisation, pour les climatisations. En fait, tout ce qui est le panneau électrique, au niveau du panneau électrique, là où on met les disjoncteurs, les disjoncteurs, j'ai prévu l'espace et les câbles qui passent déjà dans le mur pour les climatiseurs. Parce que je me suis dit, il peut arriver dans 10 ans, même si on n'a pas l'habitude d'avoir les climatiseurs, quelqu'un dit, OK, oh, ma chambre, il fait très chaud, je vais mettre un climatiseur. C'est pas là que je dis, OK, je vais mettre un climatiseur, le courant va passer où? Le prismatique va passer où? C'est-à-dire que là où on active le truc ou pas, c'est là que les gens ils commencent à penser, on va casser ici, percer là-bas, trouver là. Non, ça doit être préparé en avance. Là, le jour où il dit qu'il veut installer, c'est déjà là. L'arrivée est déjà là, il vient seulement, il met papa, il installe. Même chose dans les douches. On ne prévoit pas de prise pour pouvoir peut-être brancher une tondeuse, un sèche-cheveux. On fait tout, on met les carreaux partout. On ne pense pas à ça. Et au moment donné, le gars, il veut brancher sa tondeuse, il n'y a pas. On branche un sèche-cheveux, il n'y a pas de prise. Il faut encore casser le mur. On passe dans la douche avec l'eau. On passe des câbles. Attends, c'est terrible. C'est terrible. Ça nous rassure vraiment aussi dans la logique qu'on disait que de ne pas passer par la famille, passer par des professionnels. Moi, si je réalise votre projet, je me dis plutôt, je pense autrement. Je me dis, si je réalise bien, il va me donner d'autres marchés ou bien il va me recommander à d'autres personnes. Donc j'ai intérêt à pense que c'est ça réellement le problème. Beaucoup de professionnels en Afrique n'ont pas cette vision-là de se dire, si tu fais un projet bien réalisé, bien livré, cette personne, soit il va revenir vers toi, soit il va recommander d'autres personnes vers toi. Exactement. Et beaucoup en Europe ont cette vision, mais chez nous, la plupart des professionnels n'ont pas réellement ça encore. Mais je pense que ça va arriver dans les prochaines années. Non, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et moi, c'est ma base de travail. Hein. Vous allez voir que je ne fais pas trop de communication. La plupart de mes chantiers, c'est sur recommandation. Quand tu finis et que tu as bien fait, la personne parle de toi et d'autres personnes. Ton travail parle à ta place. Si tu veux faire ça, appelle-le. Ferme les yeux, appelle-le. On n'a pas besoin de se disperser sur 1000 choses. Après, tu n'es plus efficace. Je préfère avoir 5 choses, 5 chantiers et je suis efficace et je donne un bon rendu. Quand la personne prend son rendu, il est content et satisfait. Et dès qu'il a un ami qui veut faire, il dit appelle-le. Il va faire ton travail. Je préfère prendre 100 pas et être correct sur les 100 pas et augmenter au fur et à mesure. Si je n'ai pas la capacité de réaliser 1000, pourquoi je devrais prendre 1000? Parce que je vais prendre 1000 aujourd'hui et demain j'aurai 10. Parce que les 1000 ne seront pas satisfaits puisque je cours sur 1000 et je n'ai pas la capacité de réaliser 1000. Après, les 1000 ne sont pas satisfaits et personne ne revient. Ça te porte préjudice. Je préfère prendre 10 et je les fais bien 10 et demain j'ai 15. Je prends 15, j'augmente ma capacité et fais 15, demain j'ai 20. Que de prendre 100 et tu n'arrives pas à réaliser qu'en 100, tout le monde est fâché, tout le monde t'insulte. Au départ, tout le monde te voyait bien, maintenant, ou bien je dis la vérité aux gars de la diaspora parce que les gars, tu veux ça, je dis que si tu veux ça, ça coûte ça. Si tu ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Je ne te mens pas, je ne peux pas. Si tu veux faire avec quelqu'un du quartier, vas-y. Tu veux faire sans suivi, pas de problème. Tu veux lui confier le truc et tu trouves que ça coûte cher, pas de problème. Mais ce ne sera pas ma responsabilité, ça, je te dis la vérité. Et malheureusement, les gens de la diaspora n'aiment pas la vérité. Mais il faut le leur dire, moi je leur dis la vérité. Du coup, ça se passe comment en général votre collaboration avec la diaspora? C'est comment? C'est dans quelles circonstances ça se passe en général? Je ne vais pas mentir, c'est 50-50. Il y a des gens, tu vas faire les plans, tu vas faire les designs. Après, quand tu lui expliques comment ça va fonctionner la suite, il préfère aller lui-même. Il y a des gens, il va dire, OK, je préfère m'arrêter ici, faire le suivi. Il y a des gens qui te confient toute la suite de suivi, voilà, la construction. Donc, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Il y a des gens aussi, ils t'abandonnent. Après, ils réalisent que ce que tu disais était vrai. Ils reviennent vers toi. Et nous, on n'a pas de problème. On revient, on dit, OK, c'est pas grave. Au moins, il a appris la leçon. D'autres, même qui ne reviennent pas, ils apprennent la leçon. Même s'ils n'ont pas le courage de revenir, quand ils réalisent que ce qu'on disait était vrai, quand il est honnête, il te dit que ce que tu disais était vrai là, mais bon, j'étais déjà dedans, je n'avais pas le choix. Ils vous contactent, vous réalisez donc une étude pour eux, vous les envoyez, et en fonction de ça,
bah, il voit s'il continue avec vous sur toutes les autres phases ou bien il s'arrête juste à l'étude. C'est un peu ça? Non, la plupart, on continue ensemble parce que je les montre vraiment par A plus B, ça vaut la peine et on est flexible. On les fait déjà payer par phase, qu'ils doivent payer tout d'un coup. Ouais. Si le projet doit s'arrêter, ça s'arrête et ils n'ont pas, c'est pas comme s'ils ont perdu tout leur argent. Si un jour ils doivent reprendre, on vient reprendre là où on s'était arrêté. Ouais. Voilà, donc ça fait que c'est plus facile pour eux. Ça, c'est quelque Cette chose. simplification vraiment fait la différence en fait. Oui. Et les travaux ont commencé, ça se passe comment du coup? Vous les envoyez des photos, des rapports, comment vous arrivez à pouvoir les mettre au courant des avancées du projet? Ok, généralement pour la plupart, ils ont quand même un membre de la famille au pays qui passe de temps en temps regarder et qui peut venir aux réunions de chantier. Ça, c'est la plupart du temps, c'est comme ça, que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, ici ou bien au Cameroun, ils ont toujours quelqu'un de la famille, mais on crée un groupe WhatsApp sur lequel quand même on les met, ils sont dans le groupe et on communique sur l'évolution du projet dans le groupe, avec les photos à l'appui, avec les vidéos à l'appui, parce que c'est son argent. Après tout, il faut qu'ils voient, donc quand ils voient les murs monter, ils voient telle chose qui est faite, ça le motive à faire un autre transfert. C'est ça. C'est son argent qui sort. Donc, s'il ne voit pas, oui, là, seulement les paroles et les plans et tout ça, ça ne motive pas. Donc, quand il voit les murs qui montent, il voit une fondation, il voit une dalle qui est faite, il est motivé, il se voit déjà dedans. Il se voit déjà à l'intérieur. Voilà, si c'est un business, il voit déjà comment le business se dessine. Donc, on crée un groupe WhatsApp, on fait des vidéos, on fait des photos. On partage les challenges, on fait des réunions régulières avec eux, ça les permet d'avancer. Et bien sûr, quand ils peuvent, certains voyagent à certaines phases pour venir voir comment le marché évolue et c'est ça. Si c'est pas une photo de côté qui est prise. Et comme je dis, pour ceux qui ont peur, ils peuvent acheter des appartements avec nous. On n'a pas encore commencé à Yaoundé. À Yaoundé, on va faire des villas individuelles, mais à Douala, on a choisi de faire des immeubles d'appartements parce que le terrain coûte cher et s'il faut faire des villas individuelles à Douala, ça sera dans les PK26, PK37, à Japoma, ça sera loin de la ville. Oh, je sais que là-bas, les gens ne sont pas à l'aise. Donc, on veut rester au centre de Douala. Donc, actuellement, on est en train de faire 1+4 à Locom. On aura des appartements de 2 chambres salon, de 3 chambres salon, des studios. Modèle Airbnb. Donc, ils peuvent acheter ça pour eux-mêmes ou bien ils peuvent acheter ça pour mettre en location lorsqu'ils ne sont pas là. Et voilà, proche de la route, bien sûr. Quand on parle de Airbnb, il faut que ce soit à moins de 5 minutes de la route à pied. Il faut que ce soit accessible par le taxi. Il faut une certaine sécurité. Il faut un groupe électrogène. Il faut un parking. Il y a tout ça qui était. Il y a même une piscine dans l'immeuble. Donc tout ça a été pris tout ça a été pris en compte. On va vendre aux gros œuvres. Et maintenant, on fait les finitions s'ils veulent. Ou bien s'ils veulent eux-mêmes, ils font leurs finitions. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui voudront des finitions à l'italienne, d'autres qui vont des finitions à l'espagnol ou bien des finitions locales, VIP. Donc, vraiment, on fera les finitions en fonction de leur goût. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si je veux construire pour faire un T3 au Cameroun ou potentiellement acheter avec vous, qu'est-ce qui sera le moins cher? Qu'est-ce qui sera le mieux? Honnêtement, si c'est un immeuble d'appartement, ça vous revient moins cher parce que là, vous n'avez pas le stress du terrain. Le plus gros problème au Cameroun, c'est le terrain. Parce que vous pouvez acheter un terrain aujourd'hui, demain matin, on vous dit que c'est pas pour vous. Voilà. On vous dit qu'il y a que le terrain a été vendu à 3 autres personnes. Il y a même une autre famille qui vient vous dire que non, avant même que vous n'achetez, nous, on avait déjà fait un papier avec un notaire, avec le grand-père du vendeur. C'est comme partout en Afrique. C'est des problèmes africains. Donc, ça veut dire que quand vous achetez une maison, vous êtes hors des problèmes d'achat de terrain. Tout ça, ça veut dire que les litiges de terrain sont déjà réglés. Exact. Vu sur ce plan, ça vous revient moins cher. Maintenant, si vous êtes sûr de votre terrain, tous les terrains qui sont achetés en périphérie de la ville là, c'est-à-dire derrière Simalène, si c'est à Yaoundé, à Japoma ou bien tous les nouveaux PK qui sont à Douala, ils ont moins de problèmes quand même parce que c'est vraiment les terrains périphériques et que vous voulez construire là-bas. Par rapport à une maison qu'on vend là-bas sur le même truc, vous pouvez gagner, vous pouvez dépenser un peu moins. Mais je pense que l'ordre sera de 2 ou 3 millions. Mais vous aurez les mots de tête. Les mots de tête que vous aurez là, ça coûte les 2 ou 3 millions là. Et si vous vous amusez, que vous faites, vous construisez pas dans les normes de ce qu'on s'est dit, avec tous les arnaques possibles, vous allez perdre. Vous allez perdre. Parce que une maison qui coûte, je prends un exemple, 50 millions, avec tous les arnaques là, ça vous coûtera 70 millions, 75 millions. Or, la maison qui coûte 50 millions, moi, je la vendrais peut-être à 55 millions. C'est-à-dire, j'aurais mes 5 millions de bénéfices dessus. Or, la même maison qui coûte 50 millions, que moi, je vous vends à 55 millions,
Vous allez la construire à 75 millions. Parce qu'on va vous voler, on va vous arnaquer, on va vous faire ceci. Il y a des choses qu'on va échouer, qu'on va reprendre. Vous allez prendre les billets d'avion pour venir vérifier. Vous allez envoyer votre cousin faire ceci. Quand vous mettez tous ces coûts-là ensemble, vous serez dans plus de 75 millions. Donc, vous allez perdre. Donc, vaut mieux acheter. Il y a un contrat qui vous impose les règles à suivre des espaces communs. Les escaliers communs qu'on prend, la cour commune qu'on prend. Normalement, chacun a son compteur d'eau et d'électricité, mais tout ce qui est espace commun est régi dans le contrat dans lequel vous êtes censé respecter. Mais ici, il y a des travaux aussi qui concernent le bâtiment. Il y a un concierge qui est là et qui va réunir, qui va donner les règles. C'est un peu... Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Même quand vous avez votre bâtiment seul, vous êtes dans un quartier, il y a des règles. Sinon, on vient vous agresser, personne ne vous aide. Donc aujourd'hui, tout le monde est obligé de se mettre ensemble. On n'a pas le choix pour pouvoir vivre ensemble. Personne ne pourra vivre en autarcie. Et l'espace est de moins en moins disponible. Avant, on se permettait ça parce qu'il y avait l'espace. Ça coûte cher, le capital pour acheter un terrain. Voilà, même un terrain en Dordogne, demandez le prix du mètre carré en Dordogne, on va vous dire, à Douala, on va vous dire, demandez le prix du mètre carré à kilomètre 5 ou bien, voilà, à Makepe, on va vous donner. On n'a même pas besoin de partir à Bonandio. Ça coûte cher le mètre carré. Donc, aujourd'hui, on est obligé de faire ensemble. On définit juste les règles, on met dans le contrat et on s'accorde dessus. Si ça ne vous va pas, si vous devenez multimillionnaire, vous ne voulez plus un voisin, vous achetez un terrain, vous faites votre super villa, il n'y a même pas de problème. Donc là, on arrive à la fin vraiment de ce podcast. Je pense qu'on a échangé sur pas mal de choses. Et nous, personnellement, on a beaucoup appris. Et j'espère que ça aidera toutes les personnes qui regarderont donc, cette vidéo pour être mieux sensibilisées, pour connaître surtout le rôle des acteurs, les parties prenantes, leur complémentarité, leurs exigences et les risques qu'on peut avoir si ce n'est pas respecté, le choix d'un cabinet d'architecte, en quoi vraiment ça peut nous aider. Ça, c'est vraiment une des missions de la plateforme Prestige Africa qui a pour but de pouvoir mettre en avant les profils qui sont les plus compétents dans leur domaine et de pouvoir les rendre visibles et d'augmenter le professionnalisme qu'on a en Afrique pour pouvoir créer cette connexion et rassurer les deux parties. On pense qu'il y a beaucoup de professionnels comme vous en Afrique qui devraient être visibles, qui ne sont pas visibles aujourd'hui. Je vous remercie encore pour cette occasion que vous nous donnez de partager ces réalités avec les gens de la diaspora et même, comme j'ai dit, du Cameroun, parce que je vous rassure qu'il y a beaucoup de gens au Cameroun qui vous suivent et qui ont besoin également de ces contacts. C'est pas parce que quand j'ai au Cameroun, c'est en Afrique, hein, même en Afrique, même à Abidjan, à Ouaga ou bien à Accra, partout en Guinée, partout. Donc, on a besoin de ces informations, on a besoin de cette collaboration, on a besoin de ce type de plateforme pour pouvoir mettre ensemble les professionnels. Et c'est même bien parce que cette concurrence permet d'élever le niveau. Vous savez, quand quelqu'un est seul dans son domaine, il est le roi. Pourquoi il va faire des efforts? Mais lorsque quelqu'un comprend qu'il n'est pas seul, il met un service après-vente efficace. Donc, je pense que quand on va élever le niveau, avec ce type de plateforme, les artisans professionnels et sérieux comme nous vont réaliser que c'est pas parce que tu es sérieux ou bien professionnel. Ça va te pousser en fait à faire du mieux de toi-même. En fait, une meilleure qualité de service, une meilleure communication à tous les niveaux. Et c'est ça qui rend en fait l'atmosphère encore et les résultats encore plus bon pour nous en Afrique et on en a vraiment besoin. Donc, je vous encourage et vous avez tout mon soutien, toutes mes félicitations pour le travail que vous faites. On reste disponible si quelqu'un a besoin d'immobilier, de conseils en immobilier au niveau de l'Afrique. Dans le pays, que ce soit en Afrique francophone ou en Afrique anglophone, on reste disponible pour leur donner des conseils. Et il y aura toutes les infos donc, dans la description de cette vidéo. Donc, merci beaucoup Lionel, merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pris le temps de nous avoir expliqué toutes ces informations que vous nous avez données. Nous vous souhaitons donc bonne continuation dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, votre immeuble actuellement en construction au Cameroun, toutes les personnes qui voudront vous avoir encore et vous êtes présents sur la plateforme, il y aura toutes les infos dans la description. Merci.